Et donc, on continue, hein. On est vraiment désolé parce que du coup, c'est du marathon. Merci beaucoup, Hajar. Alors, il y avait... Alors, cet après-midi, j'insiste beaucoup parce qu'on a cet atelier sur la structuration. Et là encore, on a reçu un email d'un de nos partenaires très important. Bon, c'est quelque chose qu'on va annoncer plus tard, mais sachez qu'il y a vraiment des discussions avec le ministère et d'autres partenaires sur comment on peut accompagner cette structuration des cellules et des bureaux et des structures en charge de l'internationalisation. Parce que, tout à l'heure, on en a parlé encore une fois avec Monsieur le ministre, qui est très sensible à cette question, on ne peut pas avancer, professionnaliser ce qu'on fait aujourd'hui sur l'internationalisation. C'est surtout la professionnalisation sans avoir des cellules, sans avoir des personnes dédiées, sans avoir ces fameuses structures en charge de l'internationalisation. Alors, je vais essayer vraiment d'aller très vite sur les nouveautés parce qu'il y en a. Vous pouvez me projeter ma présentation. il a voilà, et comme ça, donc, on s'arrêtera pour la pause déjeuner. Anna, par contre, I have... Sini, are you here? Sini? Sini? Ah. Sini? Sini, I have a question. Sini? Yeah, I have a question. Is there any national funding? Is there any national funding that we could use to fund actually some staff mobility from Finland to Morocco in order to initiate some discussion and to prepare the Erasmus projects? Because I know that that in some countries, other European countries, there are some national funds that national universities could use to for some staff mobility. Sorry. Yes. Yeah. However, maybe I can mention here that we do have a national funding scheme for PhD level students, for incoming PhD level students that I didn't mention in my presentation. So that I mentioned, but for the staff mobility and preparing Sini, so could you send us those information about this national funding for PhDs so we could share it with our universities? Huh? لا c'est bon. Non, لا غير قول لها تكمل الانترفونسيون ديجا راهي حبسات موقف. لا. Yes, I said I have a last question. No, it's. Is there any tips or advice that you could give us for a qualitative application? I'm also looking at my colleague Anni if we are discussing also the ICM cooperation. What kind of tips could we share there? I can maybe mention concerning the capacity building. I know that the National Erasmus Plus office is an expert there, and you can share your expertise. But of course, kind of carefully planning jointly the application is the key, and taking sufficient time to prepare for the application is very important. Maybe Anni, if you would like to share some tips concerning the ICM. Mobility projects, for example. Yes, thank you. Well, yeah, maybe the same tip
also is valid here, that it's good to start well in advance and to prepare the application together. So to have both the coordinator and the partner to prepare the answers to the qualitative questions together, because often you can see from the application if it has been only written by the coordinator, so you don't have the perspective of the partner university. So that is, I think, very important. But also one thing that I wanted to mention regarding the funding, as you asked whether it is possible for example, Finnish university or even vet institutions to have funding to make like preparatory visits to Morocco. So now in the new Erasmus Plus program, there is the possibility within the intra-European mobility cooperation, then the both universities and vet institutions, they can use a certain share of the budget to mobility towards partner country institutions. So this could be one option for the visits from Finland to Morocco to prepare for further cooperation. Il y avait un retour. Thank you very much, Annie, Sini, Sari, for all these advices. Anyway, we will sum up all these and share it with our universities. And thank you also for the great mobilization over your universities for our 11th event for networking. Thank you so much. I really appreciated the second collaboration between you and us. Thank you so much, and have a nice day. And I'm sure that we will do our best so we could have more mobility projects and more capacity building projects as well. Thank you so much, my ladies, and see you soon, I hope, here. Kitos. C'est vrai que le son nous a beaucoup... Elle est où la présentation? Ok, so, très vite, comme ça, donc on peut profiter convenablement de notre déjeuner. Très vite, quelles sont aujourd'hui les nouveautés du programme? Et donc, je vais essayer vraiment de faire preuve d'une très grande rapidité. Hatim, tu partages chez toi, c'est ça? Ok. نمشي لهيه نخلي ما ils veulent pas انا عرفتي تلفت entre les deux au secours. Merci beaucoup. Donc c'est toi qui dois Yes, tu passes. Alors, on va commencer. Alors, comme on a avec nous également les établissements de la formation professionnelle, donc on va aller mollo. Donc tout à l'heure, on a présenté les principaux pays qui sont impliqués dans la dynamique Erasmus+. Première chose à faire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et notamment pour les établissements de la formation professionnelle, c'est l'identification à travers, c'est une inscription pour avoir pour chaque établissement un code PIC. D'accord ? Ce code PIC-là, il est très important parce que c'est l'identification. La seconde chose, oui voilà. Alors après, il y a un petit détail, on ne va pas en parler, ça c'est pour les initiés, donc on va le laisser pour après. Ensuite, la Bible d'Erasmus, ou le Coran d'Erasmus, ou quel que soit l'engagement philosophique, c'est le guide du programme. Il est touffu, il est indigeste par moment, c'est notre rôle, Erasmus+, de le rendre plus digeste, parce qu'on retraite cette information-là et on la met sur notre site internet pour qu'elle soit directement concernant les partenaires marocains. Parce que dans ce guide-là, on trouve tout ce qui concerne le monde entier. Donc par moment, ce n'est pas très visible, mais si vous avez la possibilité de le regarder, c'est toujours une très bonne idée. Alors, donc, je disais, il faut se créer un code PIC. Ça se passe aujourd'hui et désormais à partir de ce qu'on appelle le Funding and Tenders Opportunities Portal. D'accord, portail. Et donc, on va vous donner donc, ce lien-là. Désormais, tout passera par cette plateforme-là. Vous allez voir qu'elle est extraordinaire, cette plateforme. Parce que non seulement elle va vous permettre de vous identifier,
mais via bien sûr le login et le register. Mais également, alors là, une fois que vous êtes enregistré, vous allez avoir comme nous un code PIC et il faut toujours regarder votre statut parce que le statut de validé, déclaré, etc., il faut arriver à ce statut validé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute votre paperasse, tous les lettres officielles de votre legal representative, etc., tout a été signé et donc votre statut a été validé. Donc, mais ne vous inquiétez pas, quand vous allez arriver à cette étape-là, n'hésitez pas à nous contacter, rapidement on vous répond et on peut vous accompagner sur cette étape-là d'identification. L'essentiel, c'est qu'il faut retenir qu'il faut avoir un statut validated. Si vous contrôlez et votre statut n'est que déclaré, declared, ça veut dire que ce n'est pas bon. Il va falloir regarder les notifications parce que l'agence va vous envoyer une notification en vous disant pourquoi votre statut n'est pas validé. Alors, je vous dis que c'est un extraordinaire outil aujourd'hui, le Funding and Tendering, parce que non seulement il vous donne la possibilité de suivre en temps réel les fundings qui sont ouverts, les appels ouverts, mais également de chercher des partenaires. Parce que dans le How to Participate, vous avez les Key Steps, donc tout un tas d'informations qu'on vous donne, mais également un petit outil de Partner Search. Et ce qui est extraordinaire également, c'est que vous pouvez faire un Partner Search par call, parce que vous avez la possibilité de mettre des announcements par appel. C'est-à-dire, il y a un appel aujourd'hui qui sort sur le renforcement de capacité, je peux cliquer et puis dire, voilà, moi, Marocain, université telle ou établissement tel, je cherche un partenaire sur telle thématique. Donc, c'est un outil qui est très important et l'objectif de l'Union européenne, c'est de rassembler dans un seul outil tous les programmes, tous les partenaires, tous ceux qui sont identifiés dans la base de données pour faciliter également le partnering voilà, donc pour trouver de nouveaux partenaires. Et puis d'ouvrir également les différents programmes Erasmus sur Horizon et sur les autres. Alors, autre chose qu'il va falloir savoir, les gens, les initiés le savent déjà, mais je m'adresse à la formation professionnelle qui sont avec nous. C'est une approche, ce qu'on appelle bottom-up. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les financements qui viennent du ministère, ce n'est pas un appui budgétaire, ce n'est pas d'autres instruments de l'Union européenne, c'est un instrument spécifique qui va du coup des établissements vers le haut. Donc ce sont des projets que vous allez co-construire avec vos partenaires VET ou établissements enseignement supérieur européens directement. Vous allez les penser bien sûr en ligne et en parfait alignement avec les priorités nationales qui sont annoncées, mais également les besoins des établissements, c'est-à-dire vos besoins aujourd'hui, sur quoi vous avez besoin d'un appui, sur quoi vous avez besoin d'un renforcement de capacité pour vos équipes, etc. Donc c'est vraiment cette approche donc bottom-up qui se base sur des appels à projets périodiques. Nous allons vous communiquer bien sûr les deadlines et on soumet à une deadline bien sûr une application, donc un projet, et puis il y a une évaluation qualitative, publication des résultats, début du projet sur un nombre d'années. Ça va de 24 mois à 36 mois. Et là, on aura également du 48 mois également à partir de cette génération 21-27. Alors, les statuts, pour nous, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est sur cet appel-là, est-ce que je suis coordinateur, est-ce que je peux être coordinateur ou uniquement partenaire? D'accord, coordinateur du projet ou uniquement partenaire, ce qu'on appelle donc applicant coordinateur. Donc c'est toujours la question qu'il va falloir se poser. Et à chaque fois, nous, dans notre communication, on vous dit, est-ce que le Maroc peut être partenaire et coordinateur ou uniquement partenaire? D'accord. Et puis, toutes les actions, à part la mobilité, nécessitent un consortium. D'accord. La mobilité peut se faire en bilatéral. Mais tout le reste demande un consortium avec des minima ad hoc à chaque fois. Alors, ensuite, il y a des critères. Donc, on a parlé d'un qualitative assessment, donc une évaluation qualitative, en se basant sur des critères, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est la pertinence du projet, 15 sur 60, pardon. Qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet. Qualité du partenariat et des modalités de coopération et la pérennité, impact, diffusion des résultats attendus. Ça va toujours revenir. Et bien sûr, on va revenir sur ces critères-là dans les info sessions avec beaucoup plus d'exégèse et puis d'explications parce qu'il est très important de dire qu'est-ce qu'on entend par pertinence, qu'est-ce qu'on entend par qualité de la conception, qualité du partenariat, etc. Et ceci dépend bien sûr du call, dépend de l'action. Ensuite,
À chaque fois, je touche. Alors, les actions. Alors, pour l'enseignement supérieur, on a aujourd'hui quand même une palette diversifiée d'actions auxquelles vous pouvez joindre, bien sûr, des partenaires associés, notamment du monde socio-économique, hautement encouragés aujourd'hui, mais également de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, on veut qu'il y ait des passerelles. C'est voulu. Et l'ouverture aujourd'hui sur la formation professionnelle, c'est également une ouverture entre les différents secteurs. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très important qu'on crée des passerelles entre les secteurs eux-mêmes, jeunesse, enseignement supérieur et formation professionnelle. Donc, la mobilité reste toujours sous la même, on va dire, la même déclinaison, mais avec des petites nouveautés. Les Erasmus, les masters conjoints Erasmus Mundus, avec un step before qui est le Erasmus Mundus Design Majors. Nous avons les Jean Monnet Activities, le capacity building, le renforcement de capacité dans l'enseignement supérieur. Et nous avons une action qui est très connue aujourd'hui, à savoir les experts de la réforme. Ça, c'est quelque chose que nous nous chargeons de gérer, d'animer. Nous avons 10 experts qui sont... qui soutiennent le ministère dans les efforts, dans la réforme en cours. Et puis, un nouvel arrivant qui est le Erasmus Virtual Exchange avec la possibilité de... Bon, il est nouveau arrivé et ancien parce qu'il y avait un pilote sur l'ancienne programmation, mais aujourd'hui, il y a la possibilité de monter des projets ad hoc sous Erasmus Virtual Exchange, ce qui n'existait pas vraiment auparavant. Alors, ensuite, pardon, je l'ai dit, les activités Jean Monnet. Et puis, alors, là où j'ai mis une flèche rouge, ce sont les actions sur lesquelles on peut être coordinateur. D'accord? Donc, ce sont les actions sur lesquelles on peut être coordinateur. Les 2 actions Alliance for Innovation and Cooperation Partnerships, ce sont des actions qui sont ouvertes aux Européens, mais sur lesquelles ou dans lesquelles on peut être partenaire, mais à condition de bien faire valoir notre valeur ajoutée. Donc, c'est quelque chose de très particulier. C'est ce que nous appelons les Strategic Partnerships. Et donc, le moment venu, on va vous les présenter. Sur la formation professionnelle, pour le moment, on ne peut qu'accueillir des Européens. Donc, il y a une possibilité d'accueillir du staff dans la formation professionnelle. Et c'est important. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cet accueil-là qu'on peut engager des partenariats avec les établissements. On peut discuter, on peut voir un peu qu'est-ce qui peut se faire. Et on peut également discuter certaines idées de projets de renforcement de capacité qui est la seconde action, où nous sommes le focus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la région Sud-Méditerranée, l'Union européenne a décidé de mettre en place donc une enveloppe budgétaire rien que sur la formation professionnelle, le renforcement de capacité dans la formation professionnelle. Et comme l'a dit tout à l'heure Yanni, en parlant du VET dans la Finlande, il y a plusieurs volets. Hein. Il y a l'internationalisation, il y a tout ce qui est développement pédagogique et d'innovation pédagogique, il y a tout ce qui est enseignement en ligne et à distance. Et comme je viens de le dire, l'internationalisation qui doit être aussi une priorité aujourd'hui pour asseoir les bases de la mobilité des apprenants par la suite dans la formation professionnelle. Et nous avons bien sûr, ce que nous avons déjà annoncé, ce sont les Partnerships for Excellence. C'est aujourd'hui vraiment l'idée, et alors bien sûr sur toutes ces actions, on ne peut être que partenaire, sachant que sur la Capacity Building for Vocational Training, là on est quand même prioritaire, c'est-à-dire qu'on a une embauche budgétaire dédiée à notre région. D'accord? Donc ça change tout. Alors que, par exemple, sur le Partner for Excellence, ce sont des actions destinées aux Européens auxquelles on peut s'associer. D'accord? Et l'idée ici, c'est vraiment de créer des plateformes d'excellence autour de la formation professionnelle. D'accord? Mais encore une fois, ce sont des actions qui sont très intéressantes. Nous allons dispenser bien sûr par la suite des info-sessions pour donner plus d'explications sur ces différentes actions. Alors, pour l'enseignement supérieur, Hazim, pour l'enseignement supérieur, alors oui, pour la jeunesse, déjà. Alors, pour la jeunesse, on a du mobility pour les jeunes.
du mobility pour tout ce qui est animateurs socio-éducatifs, ce qu'on appelle les workers, youth workers. Et nous avons aussi le renforcement de capacité qui sera aussi renforcé sur la région. Il y a à peu près 5 millions d'euros supplémentaires pour la région Sud-Méditerranée. Pourquoi je vous en parle? Encore une fois, il y a des possibilités de partenariat avec des associations sur tout ce qui est formation non formelle. Et puis, ça permet alors des mobilités, encore une fois, pour les animateurs socio-éducatifs, mais également pour les jeunes, hein, vos étudiants, mais dans le cadre, encore une fois, de thématiques de volontariat, d'échange de jeunes, dans l'entrepreneuriat. Et je pense à NACS Salim, il y a des choses qu'on pourrait monter justement en se focalisant sur le compétences entrepreneuriales qui est une priorité dans la jeunesse. Compétences entrepreneuriales, tout ce qui est citoyenneté, tout ce qui est inclusion, ce sont des priorités et je crois que ça rejoint parfaitement aujourd'hui les priorités, que ce soit dans la formation professionnelle ou l'enseignement supérieur. Next, please. Donc, je disais... Alors, sur la formation professionnelle, je vais juste faire un petit focus. Donc, on attend... Oui, vas-y. On va juste faire un petit focus. On attend toujours plus de détails sur la technicité, c'est-à-dire les templates, comment ça va se passer, quels sont les budgets, etc. Donc, toutes ces données-là, on ne les a pas encore à cause de la Covid, donc il y avait un petit retard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce stade, il est très important de commencer à chercher des partenaires. Donc, le 11, nous avons invité également les VET providers dans l'Europe et j'espère qu'on va commencer déjà à amorcer. En tout cas, avec la Finlande également, nous allons essayer de matcher des VET providers dans les deux sens. Et l'idée, c'est qu'on soit prêt, une fois qu'on aura les templates, ça c'est le technique, on pourra à ce moment-là s'atteler sur, organiser bien sûr des info-sessions précises, rien que pour les établissements de la formation professionnelle. Alors ici, bien sûr, les EFP sont les établissements de formation professionnelle, ainsi que les autorités du tutelle, et les partenaires également de l'enseignement supérieur sont éligibles sur cette action-là. Alors, la suivante, s'il te plaît. S'il te plaît, Hatim. Alors, juste pour Alors, a priori, ça va sortir mi-novembre, et a priori, la deadline, c'est pour mars 2022. Bien sûr, on va vous tenir au courant. Next, s'il te plaît. Et juste pour vous donner un peu quelques idées sur quoi ça peut porter en termes d'objectifs. Alors, c'est vraiment des objectifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour améliorer l'attractivité des établissements de la formation professionnelle, de les aider à s'internationaliser pour baliser le chemin vers la mobilité des apprenants par la suite, l'amélioration de l'assurance qualité dans les établissements de formation professionnelle. Tout ça, c'est des idées génériques qu'il va falloir donc mettre en place dans le cadre de projets de renforcement de capacité. Et là, on peut s'inspirer de ce qui s'est passé dans l'enseignement supérieur, les projets qui ont été mis en place parce que c'était les mêmes thématiques à l'époque, c'est toujours d'actualité de toutes les manières. Les activités, alors qu'est-ce que ça peut être un projet de renforcement de capacité? La mise en place d'un pilote de mobilité pour le staff. Ça peut être aussi tout ce qui est, bien sûr, achat d'équipements, tout ce qui est aussi mobilité pour la formation de formateurs, tout ce qui est également... on peut travailler aussi sur des idées d'innovation pédagogique dans la formation professionnelle, développement de curricula, de formation, etc. Développement de structure et ainsi de suite. Next, Hatim. Alors, ensuite, pour les centres d'excellence professionnelle, donc je ne vais pas trop m'attarder parce qu'elle est vraiment spéciale et le moment venu, on va organiser une info-session spéciale. Ce qu'il faut retenir, que là, je pense là tout de suite, aux cités des métiers et des compétences qui peuvent aujourd'hui se greffer sur des centres d'excellence professionnelle. Il faut savoir qu'il y en a une vingtaine en Europe. Et aujourd'hui, c'est un réseau établi qui est là. Il est établi et on peut se greffer dessus. Donc c'est vraiment, je crois, à mon avis, c'est une mine également. Il va falloir juste maintenant les contacter. Et d'ailleurs, ils ont pas mal d'outils qu'on va vous présenter par la suite. Vous allez voir qu'ils sont très bien organisés aujourd'hui. Et l'idée, c'est de créer non seulement une plateforme européenne, mais une plateforme transnationale, accueillant également d'autres pays, d'autres partenaires de d'autres pays, des pays partenaires. Ensuite, suivante, s'il te plaît. Pour l'enseignement supérieur, donc on est toujours sur les mêmes conditions d'éligibilité. Hatim, suivante. Alors, sur la mobilité, comme on l'avait déjà annoncé, il y aura des petits changements, notamment, alors,
rien d'organique, on va dire. C'est-à-dire qu'on est toujours sur de la mobilité, licence, master, PhD. Sauf que le PhD qu'on mettait un peu en student, aujourd'hui, on peut, dès le départ, dès l'application, donc il y a aujourd'hui une mobilité qui s'appelle PhD. Alors que jadis, ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, c'est une catégorie qui va désormais devenir une catégorie spéciale. Oui. Alors, c'est-à-dire que... Alors, enveloppe, je ne peux pas dire. Hein. Je n'en suis pas sûre. Hein. D'accord ? Écoutez, sur la mobilité, franchement, c'est vrai qu'il y a des arbitrages. Mais c'est également un effort de l'université. Aujourd'hui, un des pays de la région fait le double de ce que nous faisons aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment... Il y a des arbitrages, je ne le nie pas, surtout entre régions. Mais intra-région, je dirais que c'est vraiment à nous de faire un maximum d'efforts. Parce qu'il y a vraiment un assessment qui est fait par les agences nationales et pas par Bruxelles. Donc, il n'y a pas vraiment des enveloppes prédéfinies. Par région, si. Par région, c'est 25% du budget total de l'external funding. D'accord ? Mais intra-région, moi, il y a bien sûr des arbitrages, parce qu'on n'aimerait pas qu'un pays soit trop représenté de ça. Mais sachez qu'aujourd'hui, une des grandes nouveautés, c'est qu'il y aura une affectation par région. C'est-à-dire qu'avant, l'université européenne était obligée de dire « je veux tant pour le Maroc, je veux tant pour l'Égypte, je veux tant pour... » etc. en termes d'argent. Maintenant, c'est des affectations par région et ils peuvent prendre de là pour donner plus au Maroc, pour donner plus à l'Algérie. Ça, c'est des choses que les agences, que les universités font aujourd'hui, dans une petite mesure, mais sous validation de l'agence nationale. À partir de Sokol, ils peuvent le faire sans validation de l'agence nationale. Donc, c'est pour cette raison que nous, Marocains, il faut aujourd'hui qu'on soit très performants, qu'on travaille, qu'on nourrisse bien nos partenariats pour que tout ce qui ne va pas à un pays vienne à nous. D'accord ? Parce qu'on a tous les atouts aujourd'hui. Politique, stabilité politique, ce qui est important. Nous sommes dans une région qui est très difficile, il faut le dire. Et donc, aujourd'hui, le Maroc, il peut se dénoter facilement. Après, il faut qu'on travaille l'accueil. L'accueil nous fait défaut et c'est pour cette raison qu'il y a d'autres pays, parce qu'ils ont l'anglais, etc. Donc, ils peuvent accueillir plus facilement. Donc, aujourd'hui, le Maroc, c'est vraiment ça ce qui le... Mais je crois que ce n'est pas insurmontable. Il faut juste qu'on soit préparé. Encore une fois, l'accueil en termes de pédagogie, de curricula offer, mais pas en accueil d'infrastructure. L'infrastructure, oui, c'est une chose, mais ça peut aussi drainer, parce que c'est des gens, c'est des boursiers, ils ramènent de l'argent, etc. Donc, ils peuvent louer, etc. Donc, il y a, d'ailleurs, avec Hajar, on avait discuté amplement de certaines idées, mais en tout cas, non, pas d'enveloppe dédiée au PhD, non. Il y a des arbitrages entre pays, mais, encore une fois, c'est à nous aussi, aujourd'hui, d'être très dynamiques, d'être très agressifs, dans le bon sens du terme, et de bien travailler, parce qu'il y a vraiment une possibilité aujourd'hui que beaucoup de mobilité viennent à nous. Alors aujourd'hui, pour nous, bureau, il faut absolument qu'on développe également la mobilité de stage, qui peut être un très bon, je dirais, cheval de bataille pour nous, pour travailler un peu plus l'accueil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la mobilité stage ? C'est-à-dire qu'un Européen comme un Marocain peuvent partir, soit le Marocain en Europe, soit l'Européen au Maroc, pour passer son stage dans une structure, dans une entreprise, dans une ONG, dans une coopérative, dans un institut de recherche, etc. Et donc ça nous offre également de nouvelles possibilités. Discutez-en avec vos partenaires, mettez-le sur la table, discutez avec vos partenaires, compagnies, entreprises, coopératives, autorités nationales, régions. Je crois qu'on a une multitude aujourd'hui d'acteurs socio-économiques à impliquer, parce qu'on reste toujours en retrait, tout seul, etc. Aujourd'hui, on a la possibilité, et non, Erasmus, c'est possible. Mais mettez-le sur la table dès l'application, parce que c'est très important. C'est une construction tripartite aujourd'hui, d'accord ? La mobilité de stage, à notre avis, ça peut être un très bon relais pour pallier justement ce problème d'alignement pédagogique, de CTS et de crédit, système de crédit, etc., qu'on n'a pas encore, qui sont en cours, heureusement, d'implémentation. Et puis, tout à l'heure, il y avait une question sur des contributions supplémentaires, je crois que c'est Yana qui en a parlé.
il y a un top-up possible pour financer des charges supplémentaires et des dépenses supplémentaires liées à des residence permits, par exemple, comme l'a dit Yana, etc. C'est des choses aujourd'hui qui sont envisageables. Il faut encore une fois les mettre sur le tapis dès le départ, au moment de l'application, parce que c'est possible aujourd'hui d'avoir des top-up. Hein. On peut avoir aussi des top-up pour des étudiants à faible à motricité réduite. Par exemple, s'il a besoin d'un siège supplémentaire parce qu'il a besoin de, je ne sais pas, pour ses difficultés de motricité, il a besoin d'un siège supplémentaire d'avion, etc. Donc tout ça, ça peut rentrer aujourd'hui parce que l'objectif du programme, c'est l'inclusion. Next, donc mi-novembre. Hein? Et oui, et j'ai oublié les brides. Heureusement, Monsieur Radimi est là. Heureusement que Rachid était là. Donc je voulais dire oui. Aujourd'hui, la possibilité aussi est offerte pour nous d'imaginer des mobilités hybrides. Un petit chouïa. Alors, il n'y aura jamais de mobilité 100% virtuelle, jamais, parce qu'on reste sur la mobilité réelle, mais on peut imaginer des mobilités hybrides avec un minimum de 2 mois. D'accord ? Encore une fois, c'est pour l'inclusion. L'inclusion de qui ? Alors, le staff, par exemple, au Maroc, nous avons remarqué qu'il y a moins de femmes qui partent en mobilité. Quand on leur pose la question, les enfants, le mari, etc., etc. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de flexibilité aussi à imaginer des mobilités hybrides où on a une partie en réel et puis en partie. Et c'est pareil pour les étudiants, notamment les PhD, certains parcours où c'est un peu... Les médecins aujourd'hui, hein, par moment, ils ne peuvent pas... Donc on peut imaginer aujourd'hui des parcours, des mobilités hybride. D'ailleurs, la médecine aujourd'hui est un grand absent sur la mobilité Erasmus+, et c'est une invitation qu'on vous donne de les impliquer. Il y a aussi beaucoup de spécialités aujourd'hui, les sciences sociales et humaines, comme l'a dit Monsieur le ministre juridique, et la durée du... Oui, voilà, donc c'est 2 mois, un minimum de 2 mois au lieu de 3 mois. Alors, Hatim, j'essaie vraiment de faire vite. Alors oui, la grande nouveauté aussi, c'est qu'on peut grignoter aujourd'hui, alors pas nous, mais l'Européen, mais ça peut nous profiter, sur un autre budget plutôt intracommunautaire pour l'affecter en grande partie pour accueillir des Européens. D'accord ? Et donc ça, c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'on peut, sur certains staffs, au lieu de grignoter sur ce qui peut nous venir à nous, ils peuvent, eux, grignoter sur le budget intracommunautaire. D'accord ? Donc aujourd'hui, c'est une possibilité, c'est une flexibilité qui est offerte aux Européens pour maintenir leur partenariat. Parce que ce qui arrive, c'est que par moment, il y a des coupures de budget sur la branche internationale et donc, ils ont demandé à ce qu'il y ait un peu de flexibilité pour prendre sur la branche intracommunautaire. Ce sont 2 budgets différents. D'accord ? Et donc, jadis, ce n'était pas possible qu'ils prennent de l'intracommunautaire pour financer l'international. Donc aujourd'hui, c'est possible. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir si jamais, demain, dans vos négociations, dans vos discussions, il y a des coupures de budget subites, hein, cette mort subite de certains partenariats. Sachez qu'ils peuvent prendre sur l'intracommunautaire pour financer un petit contingent d'international à hauteur de 20-25%, ce qui est pas mal. Alors, la chose à faire sur la mobilité, c'est contacter très vite de nouveaux partenaires. Nous espérons sur le 11 qu'on aura déjà une première approche et puis commencer à réfléchir à des destinations et à de nouvelles universités à contacter. Alors, nous avons aussi donc l'IMJM et l'IMDM, tel qu'on l'a présenté l'année dernière. Il n'y a pas beaucoup de changements. Et nous allons organiser, bien sûr, une info-session spéciale parce que ça, par contre, c'est quelque chose de très important sur lequel on veut voir un peu plus d'implication des universités et des établissements marocains. C'est une action partenariat importante qui peut ouvrir plus de chances à nos étudiants pour avoir la bourse d'excellence Erasmus Mundus. Donc on va revenir dans une info-session spéciale parce que c'est une action qui est vraiment très spéciale. Mais pensez-y et pensez à vos H2020, pensez à vos professeurs qui sont impliqués dans des programmes de recherche d'excellence. Parce que c'est eux qui peuvent porter aujourd'hui les Erasmus Mundus Joint Master Degrees. D'accord ? Donc, première étape pour aller plus loin. Alors, ça aussi, on va revenir par la suite parce que c'est quelque chose
de nouveau, hein, c'est leur possibilité de monter aujourd'hui des petites sections virtuelles dans le cadre de ce qu'on appelle l'Erasmus Virtual Exchange. Et l'idée, c'est dans le cadre du développement de tout ce qui est soft skills, par exemple, de lancer des petits groupes de discussion via la plateforme qu'a créée l'Union européenne, le Erasmus Virtual Exchange. Bien sûr, nous allons organiser également dans le cadre de nos Erasmus Days des info-sessions spéciales pour vous expliquer les détails de cette action également. Ensuite, le renforcement de capacité, qui est l'action phare aux côtés de la mobilité aujourd'hui, qui va connaître pas mal de changements. Déjà, 3 niveaux, 3 tailles de projets aujourd'hui qui sont possibles et qu'on peut imaginer. Un encouragement, alors la consigne principale sur le renforcement de capacité aujourd'hui, c'est les newcomers. C'est-à-dire qu'on veut encourager ceux qui ne... Alors, quand je dis ceux, c'est-à-dire les établissements, les institutions qui ne sont pas encore impliqués dans le renforcement de capacité, d'accord, les inciter, et dans cette dynamique d'internationalisation, de monter des projets de renforcement de capacité avec ces institutions-là. Ensuite, bien sûr, ça revient assez souvent à des institutions aussi de zones reculées, les remote areas. Et puis, l'accent est mis également sur les projets structurels et les projets nationaux, parce qu'ils ont le plus d'impact finalement sur les systèmes, en l'occurrence. Et puis, aujourd'hui, des priorités nationales ont été annoncées, des priorités transversales également, les 3 sur le programme. Et puis nous allons voir tout de suite les priorités régionales que l'Union européenne aujourd'hui assigne à notre région et notamment également pour la région ACP. Alors le deadline, le call va sortir prochainement, donc éminemment mi-novembre, et le deadline, la deadline va rester toujours pour le mois de février-mars 2022. La suivante, s'il te plaît. Oups. Alors, je disais qu'il y aura dorénavant 3 tailles. Alors la première taille, c'est l'objectif, c'est le niveau, ce qu'on appelait nous le projet niveau 1. C'est des projets, c'est des petits projets dont le budget va de 200 000 à 400 000. La durée ira de 24 mois à 36 mois. Et l'objectif ici, ce sont les fameux newcomers. Donc l'idée, c'est l'implication d'institutions qui ne sont pas encore impliquées dans l'internationalisation et dans les projets de Erasmus, de les impliquer. Alors, dans une université, comme on l'a dit, il y a un grand ancrage de la coopération aujourd'hui dans les sciences. La médecine, les sciences sociales, certains également des établissements ne relevant pas des universités. Tout ça, ce sont des newcomers parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui impliquent certains établissements. D'ailleurs, certains sont complètement absents. Donc, pensez à monter aujourd'hui des projets avec ces institutions à l'intérieur même de votre université, d'accord, en mobilisant des gens de ces institutions-là. Il faut que ça soit clair dans l'application, dans la candidature, il faut que ça soit clair. Parce que c'est un des, on va dire, comment dirais-je, des arguments finalement qui peuvent aussi, en plus de la qualité bien sûr de votre projet, sa pertinence, etc., mais sur le volet partenariat, c'est quelque chose qui peut favoriser votre projet, de bien faire montrer et faire valoir cette idée de newcomers, de nouveaux arrivants, de nouveaux entrants, je ne sais pas comment vraiment le traduire, ces primo-demandeurs, ces institutions ou établissements ou disciplines, etc., qui n'ont pas... aussi, associez-vous un peu plus à des établissements ne relevant pas, parce qu'ils ne sont pas beaucoup sur le renforcement de capacité, d'ailleurs non plus sur la mobilité. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et en termes de projets régionaux et multirégionaux, surtout les multirégionaux d'un point de vue continental, comme nous l'avons annoncé ce matin, l'Afrique est au viseur de l'Union européenne, donc ils vont doubler le budget qui ira à la région ACP, autant d'opportunités également pour nous sur les projets multirégionaux.
Et sur le multirégional, l'Afrique n'a pas beaucoup travaillé dans le renforcement de capacité. C'est autant également d'expertise à exporter et à partager avec nos partenaires et les pays subsahariens. Sur les thématiques, de toute manière, on reste un peu sur la modernisation, sur l'internationalisation, sur l'assurance qualité et ainsi de suite. Next, Hatim. Le second niveau, c'est un niveau un peu plus poussé, 24 à 36 mois, de 400 000 à 800 000. Et ici, ce sont ce que l'agence appelle les partenariats de transformation. Donc ici, on est un peu plus sur les réformes qui sont en cours dans les établissements de l'enseignement supérieur. Voilà, donc les groupes cibles ici, ce qui va vraiment faire aussi la différence, c'est l'ouverture sur le monde socio-économique. D'accord ? Donc sur ce niveau de projet, ce qui va faire la différence, c'est cette ouverture-là, d'accord ? Le fait d'associer avec nous dans les consortia des partenaires socio-économiques, d'accord ? Et puis le troisième niveau, ce sont les projets de réforme structurelle, là, exclusivité pour les projets structurels. Et ici, on est sur des projets un peu plus longs, de 36 mois à 48 mois et de 800 000 euros à 1 million d'euros. Et là, l'idée, c'est d'accompagner la réforme. C'est les projets structurels, c'est-à-dire ceux dont l'impact doit se voir au niveau du système et dans lesquels la participation du ministère est principale, primordiale, capitale en tant que partenaire entier dont la contribution est claire, limpide, et voilà, parce que ça fait partie de l'évaluation, c'est-à-dire que c'est ce qui va faire que sur la qualité du tour de table, du partenariat, ça va être bien noté ou pas. Ensuite, Hatim, donc voilà, donc ça c'est les gros changements, plutôt c'est ce qu'on a demandé en tout cas sur les différentes consultations faites auprès de l'agence auprès des NIO. Les priorités régionales, pas beaucoup de changements, on est toujours sur le SMART, le Green Deal, Inclusion and Diversity. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est les values, d'accord ? Donc c'est une thématique qui ressort aujourd'hui en tant que priorité régionale, et je crois que là-dedans, les passerelles dont on a parlé entre FP, jeunesse et higher education, je crois qu'elles seront très intéressantes pour construire des consortia nationaux, d'accord, et de travailler sur ces aspects-là, et bien sûr tout ce qui est soft skills, etc., pour accompagner cette question, la problématique de l'employabilité et de l'insertion professionnelle. Next, Hatim. Le grand changement dans le renforcement de capacité, c'est le passage au budget forfaitaire, ce qu'on appelle le lump sum 2. Et l'idée ici, et donc ça c'est une bonne nouvelle, alors c'est une budgétisation désormais par work package, avec beaucoup de flexibilité et de souplesse, sans seuil particulier pour l'équipement, pour les staff costs, etc. Donc vous êtes libre aujourd'hui voilà. Mais comme c'est une budgétisation par work packages, il faut que ça soit bien sûr cohérent. Parce que la nouveauté également, c'est que un projet, il peut être sélectionné, parce qu'on trouve les 10 pertinentes, etc. Mais on peut formuler un certain nombre de réserves, notamment sur peut-être des coûts qui sont overestimated, ou allouer un work package alors que ça peut aller à un autre work package, etc. Donc c'est une nouveauté aujourd'hui à laquelle tout le monde est soumis du coup. Et donc, mais c'est une flexibilité et une souplesse. Une souplesse également en termes de documentation. A priori, fini les timesheets, fini les pay slips, fini les... Donc voilà, donc ça c'est de bonnes nouvelles, parce qu'on a beaucoup dit c'est trop procédural, etc. Après, bien sûr, l'audit se fera d'une autre manière. Donc on n'est plus soumis d'ailleurs à l'audit financier à la fin du projet, mais bien sûr il y aura un review, un check
par rapport à l'atteinte des objectifs. Donc, du coup, ça nous met un peu plus de pression sur les indicateurs, sur les livrables, etc. Donc, il y aura vraiment et la responsabilité, tout à fait, et la responsabilité de chaque Work Package Lead. Donc, c'est vrai, c'est une souplesse aujourd'hui qu'on avait demandé. D'ailleurs, les impact studies, c'est des impact studies qui ont été conduites par chaque pays, et on a dit, non, en tout cas, on a dit clairement que les procédures, les gens, ils sont fatigués, la paperasse, etc., etc. Donc, je trouve que c'est une grande souplesse. Mais attention, parce que quand même, la budgétisation par work package, c'est-à-dire que on va regarder du coup les livrables, leur qualité, les indicateurs que vous allez mettre en place, il faut du coup bien les suivre. Donc, on se débarrasse, on va dire, d'un type d'auditing et d'un type de check et de review, mais bien sûr, on aura un autre type de review. Mais aujourd'hui, ça nous donne déjà beaucoup de flexibilité parce que c'est quelque chose également que nous allons noter. Par moment, on a besoin d'un peu plus d'équipement et moins de mobilité. Et avant, on n'avait pas, au moins de staff cost, alors qu'on n'avait pas la possibilité. Il y avait les head-ins, etc. Aujourd'hui, fini. Donc, on a plus de flexibilité, plus de souplesse, et c'est tant mieux pour atteindre les objectifs voulus par les projets. Bien sûr, on va revenir vers vous par la suite, une fois qu'on aura les templates. On a un template, mais on s'est dit, bon... on va attendre quand même l'annonce officielle quand même. Et puis, donc, mi-novembre, le call va sortir avec les templates, etc. Et bien sûr, on organisera des info-sessions pour bien expliquer un certain nombre de détails, parce que tout change du coup. Et puis, bien sûr, mi-février, mars, donc, les résultats. Et par la suite, donc, la mise en place qui peut être faite début 2022. Donc ça, c'est les détails qu'on a jusque-là sur les projets de renforcement de capacité. Il y a pas mal d'info-sessions qui vont être organisées au niveau de l'agence, déjà entre le 23 et le 25. Donc on va vous tenir au courant comme à l'accoutumée. S'il te plaît, avant, le Global Info Day for Higher Education within the new program. Donc ça, c'est quelque chose que l'agence va organiser, parce qu'il y a énormément de changements. Donc c'est globally organized, donc par l'agence. Et puis le 30 novembre, il y aura une info-session spéciale, rien que sur les Erasmus Virtual Exchange, pour bien expliquer, parce que le exchange, c'est quelque chose que l'Union européenne voudrait vraiment bien développer, cette plateforme-là, toujours dans cette idée d'hybridation, d'offrir un peu plus de possibilités d'internationalisation at home, du coup, un projet d'ailleurs qu'on va présenter tout à l'heure. Et oui, tout à fait. Et voilà, donc je crois que j'arrive à terme de ma présentation, et je vais finir sur vous dire, ne vous inquiétez pas, parce que tout ça est tofu, énormément de choses. Notre site internet, tu laisses s'il te plaît le voilà, donc sur notre site internet, donc il y a bien sûr le comment bénéficier, adressé à chaque typologie aujourd'hui de partenaires, enseignement supérieur, formation professionnelle, association et établissement de la formation professionnelle. Et bien sûr, notre bureau est à votre service, l'agence également. Et en tout cas, voilà, et c'est parti, comme on dit. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on peut manger tout de suite et répondre à vos questions.